Bien, bonjour à tous, c'est moi qui fais le mot d'accueil. Julien Roche, je suis le directeur de l'Iliade, donc directeur de la structure dans laquelle vous êtes accueillis aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. On a le plaisir d'organiser un certain nombre d'événements avec le CITC depuis que nous avons ouvert ce bâtiment dans cet espace-là. L'IoT Week en fait partie. Je ne vais pas être très long, je vais simplement vous dire quelques mots de l'équipement dans lequel vous vous trouvez, qui est un équipement d'un genre nouveau et qu'on a ouvert récemment sur l'université et qui est l'un des points de contact privilégiés entre le monde de l'entreprise et l'université. Donc ce bâtiment-là, pour ceux qui l'ont connu avant sa rénovation, c'était la bibliothèque universitaire centrale du campus de la Cité scientifique. Un certain nombre de gens ici dans la salle, j'ai discuté avec quelques-uns, ont pu faire des études ici. Donc c'était une bibliothèque universitaire. Et à partir de 2005, on a réfléchi, on a travaillé avec la présidence de l'université pour non seulement rénover, revoir ce bâtiment-là, mais également intégrer des missions nouvelles dans le cadre de la stratégie de l'université. Je vous passe toutes les étapes. Ça aboutit à l'ouverture d'un bâtiment en septembre 2016 qui en fait contient 3 pôles. Le premier pôle et le plus gros en termes de volume, c'est l'héritage de l'ancienne bibliothèque universitaire. Si vous avez l'occasion dans la journée, allez vous balader dans l'ensemble du bâtiment, il est totalement accessible. Vous y verrez un certain nombre d'équipements que je vais décrire ce matin. Donc un pôle bibliothèque universitaire avec à peu près 1000 places de travail pour vous donner un ordre d'idée, un certain nombre de collections, papier, surtout des collections électroniques. Énormément de salles de travail en groupe. On a 54 salles, dont 49 salles de travail en groupe qui sont réservables à distance par les personnels d'université, mais aussi par les étudiants, qui sont très très utilisés. Des espaces de sociabilité, un café internet, donc on est vraiment sur des logiques de sérendipité fortes à l'intérieur de l'espace. Il y a un deuxième pôle qui est un pôle de valorisation de la recherche partenariale de l'université qui s'appelle Xperium. Il est accessible sur réservation. On accueille notamment énormément de classes de lycéens, de l'ordre de 3000 lycéens dans le cadre de visites de classe qui sont accueillis tous les ans dans cet espace-là, autour de thématiques avec un certain nombre de stands présentés par les doctorants. L'idée, c'est de montrer finalement en quoi l'université est partie prenante de l'innovation en lien avec les entreprises à l'intérieur de ces laboratoires et de changer finalement l'image de l'université qui parfois n'est pas très bien perçu, identifié par les entreprises. Donc à l'intérieur de cet espace-là, effectivement, nous montrons ce que sont les résultats de la recherche fondamentale de l'université. On a un certain nombre de visites qui sont organisées sur réservation, qui sont notamment ouvertes au grand public. Vous trouverez sur le site web de l'Iliade des informations si ça vous intéresse en particulier. Et puis, et j'en terminerai là-dessus, l'espace événementiel dans lequel vous êtes. Vous êtes ici dans le grand amphithéâtre. On a un amphi secondaire, on a des salles de commission, on a un espace cocktail déjeuner où le café était servi ce matin. Ça, c'est l'espace dans lequel nous organisons la vie institutionnelle, la vie scientifique de l'université, énormément de congrès et de conférences, mais également la vie partenariale de l'université. L'événement d'aujourd'hui en fait partie, où nous accueillons effectivement le monde de l'entreprise pour lui faire découvrir, lui faire visiter l'université et permettre de renforcer ce lien entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Quelques chiffres pour terminer. On fait de l'ordre de 4000 entrées jour dans ce bâtiment. Donc voilà, on atteint jusqu'à 2000 personnes en parallèle à l'intérieur de la structure. Et dans un espace événementiel comme celui-là, c'est à peu près 300 événements qui sont organisés par an. Alors ça va de la conférence ou la remise de diplôme jusqu'à des événements scientifiques qui durent toute une semaine avec des sessions parallèles, la gestion multilangue, etc. Voilà. Donc on va dire qu'aujourd'hui on est sur un événement de taille relativement limitée, mais on fait des choses beaucoup plus complexes à l'intérieur de l'espace, dans le cadre d'un modèle économique qui est à la fois celui de la location pour l'extérieur ou de la mise à disposition à titre gracieux à l'intérieur de l'université. Voilà, donc je vous invite encore une fois à profiter de ce bâtiment-là.
là et aller le visiter si vous avez un peu de temps dans la journée. C'est un concept qui aujourd'hui marche bien et qui est plébiscité par les usagers. On en est très fiers et très contents. Encore une fois, bonne journée, bons travaux. Merci. Merci Julien. Je vais laisser la parole à Madame Sophie Tison, présidente du CITC. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Donc effectivement, je suis contente de vous accueillir non seulement en tant que présidente du CITC, mais aussi en tant qu'habitante du campus, usagère du campus, puisque je suis professeure ici et je suis vice-présidente pour encore un petit mois de l'Université Lille Sciences et Technologies en charge des partenariats, l'innovation et de la valorisation. Donc je suis aussi très contente que cette journée de la semaine de l'IoT dédiée à la ville se tienne sur le campus, puisque le campus a été un peu exemplaire dans cette démarche. Je pense que vous connaissez tous le projet d'Issam Charour Sunrise autour de la ville intelligente, et c'est une démarche dans laquelle on est engagé depuis longtemps. Donc la semaine, l'IoT Week by CITC, donc la semaine de l'IoT par le CITC, c'est la 2e édition cette année. Donc c'est vraiment un événement organisé par le CITC, qui est le premier cluster national dédié à l'Internet des objets. Et la vocation de cette semaine, c'est vraiment de rassembler tous les acteurs du domaine au sens large, pour partager, pour réfléchir ensemble sur cette révolution de l'IoT, tous les défis qu'il pose, à la fois technologiques et sociétaux. Et c'est vraiment une semaine qu'on veut de partage de tous les acteurs, soit entreprises, chercheurs, prospectivistes. Donc nous avons un invité d'honneur extraordinaire, qui ne nous écoute pas, mais il va Yann, qui est témoin toute la semaine, qui est venu de Georgia Tech, qui est venu de Georgia Tech pour particulièrement, spécifiquement pour cette semaine et pour partager avec nous cette vision du domaine qu'il connaît très bien. Donc, comme je disais, la semaine, elle est dédiée à tous les secteurs. Donc, lundi, ça a commencé avec un lancement de hackathon dans des collèges, puisque la sensibilisation dès le collège de tous les jeunes à l'innovation, en particulier à l'IoT, c'est aussi une des missions du CITC. Mardi, c'était une journée dédiée plutôt à l'Europe. Le CITC a un rôle important dans le montage de projets européens. Donc, je pense qu'on est acteur de 5, alors le directeur me corrigera, de 5 projets européens. Et donc, on a vraiment, je pense, l'envie de donner envie, désolé, de participer. Voilà, c'était un petit peu un challenge que m'avait posé Laurent, mais tout à l'heure, de donner envie de participer au projet européen, de saisir ces opportunités. Tous les acteurs de la région, il y a beaucoup d'opportunités. Et donc, mardi, il y a eu toute une journée sur ces opportunités, et il était aussi dédié à la recherche, avec une masterclass autour des architectures bio-inspirées, et donc plus généralement on va dire autour ce qu'on appelle la NBIC, les nano, biologie, informatique et sciences cognitives, qui sont les nouvelles technos sous-jacentes à ce qu'on appelle maintenant les deep tech, et l'objectif est vraiment d'aider une fois de plus la région à saisir les opportunités de la deep tech, à ne pas rater ce virage. Et donc hier, la journée était dédiée à l'industrie, et donc était à l'ENSAM, école emblématique sur la thématique, à l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Et donc cette journée aujourd'hui est plus dédiée à la ville et aux impacts sociétaux, et Dieu sait qu'ils sont nombreux des IoT. Donc de l'IoT, pardon. Donc je pense, le programme est très riche de la journée. J'espère que vous aurez l'occasion de participer alors pas à tous les ateliers parce qu'il y a des choses en parallèle, mais le programme est assez divers. Et donc je voudrais remercier bien sûr tous les intervenants de toute la semaine, en particulier ceux de la journée d'aujourd'hui, toute l'équipe aussi, et qui a travaillé énormément pour cette semaine. Et donc en particulier, je voudrais remercier 2 partenaires, Orange et La Poste, qui sont adhérents du CITC et qui contribuent beaucoup au CITC depuis sa création, et qui en particulier sont acteurs aujourd'hui. Donc je vais peut-être passer la parole à Laurent. Merci. Si j'ai pas le choix, je le prends. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Effectivement, comme tu l'as dit, Sophie, nous sommes un partenaire historique du CITC. J'en suis modestement le vice-président. Orange et l'Internet des objets, c'est assez naturel. Ça fait partie effectivement des relais de croissance de notre groupe, et on ne veut absolument pas rater ce virage. Nous avons d'ailleurs annoncé hier la création d'une plateforme d'expérimentation Thinking, donc qui est plutôt aujourd'hui orientée R&D, mais qui
vient en complément de l'ensemble des dispositifs de la gestion des plateformes de données autour de l'Internet des objets que nous avons déjà développé ces dernières années. Voilà, donc en tout cas, je suis ravi d'être parmi vous ce matin, de participer à cette table ronde et plus globalement d'être partenaire à la fois du CITC et de l'IoT Week. Merci. Merci. Un petit mot, Franck. Bonjour, je suis également ravi de participer à cette semaine. C'est la deuxième édition et c'est effectivement une histoire de fidélité. Le chemin entre avec le CITC dure depuis quelques années déjà. Nous avons commencé, ça s'appelait la vente à distance à l'époque. Et aujourd'hui, on parle plus volontiers de e-commerce. Pour nous, cette semaine est importante parce qu'elle est l'occasion de faire un point sur l'état de l'art, de nous enthousiasmer sur le futur que nous sommes en train de créer ensemble, mais d'être aussi très lucide sur la société que nous souhaitons pour nous-mêmes. Et donc cette semaine est pour nous l'occasion de bien réfléchir à ce qui est bon. La technologie, non pas pour la technologie, mais une technologie pour le progrès, au service des citoyens, de la population. Et c'est tous les débats. En tout cas, hier, j'ai entendu sur l'industrie. Aujourd'hui, j'espère que ce sera abordé. Donc, quelle société pour demain? Merci, Franck. Dernier petit message. En fait, on a une personne qui n'a pas pu venir hier, donc elle nous a envoyé une petite vidéo. Alors, je serai à Lyon. Il manque l'image, on a le son. Mais... Toutes et tous. Alors, je serai à Lyon au moment où vous verrez... Il manque toujours l'image. Il serait à Lyon, ça on le sait. Enfin, il était. C'est bon? C'est la technique. C'est où? Voilà. Alors, sinon, c'est pas grave. Hein. Il est où le directeur de l'Iliade? Voilà. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer. C'est toujours l'intérêt d'une vidéo. C'est qu'on peut relancer. Donc, Monsieur Majoubi, donc le secrétaire d'État au numérique, qui ne pouvait pas être parmi nous hier vu qu'il était à Lyon. Donc vous l'avez compris, nous avait envoyé une petite vidéo pour s'excuser et faire passer quelques messages. Sur le play. Toutes et tous. Alors, je serai à Lyon au moment où vous verrez cette vidéo pour les interconnecter. Et je tenais, c'est important pour moi d'être présent à cette seconde édition de l'IoT Week by CITC, qui réunit tous les acteurs de l'IoT pendant une semaine qui sera dédiée aux enjeux de la révolution numérique. 10 villes, 9 jours, 4 thématiques. Tout ça, c'est un beau challenge et je vous en félicite. Les thématiques abordées, elles mettent en valeur les sujets qui sont les plus importants pour moi, comme la deep tech, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies ou encore le bio-inspiré. Un sujet aujourd'hui que je porte en tant que secrétaire d'État au numérique et qui ont pour but de favoriser l'innovation et de renforcer la recherche française dans ces domaines. De l'autre côté, il y a l'émergence de nouvelles formations et des talents qui sont une préoccupation essentielle pour le secteur. Et c'est pour ça que les nouveaux masters spécialisés que vous avez co-développés, ils sont très importants. Creacity, École Robot, cybersécurité, vous les avez fait avec des écoles comme Polytech, le Campus des Arts et Métiers, l'École des Mines Télécom. Tout ça, ça répond à notre besoin de formation des jeunes et d'identification des talents sur des sujets extrêmement innovants. J'oublie pas aussi tous les événements autour de Hackathon que vous avez organisés avec des collégiens, avec les populations à Calais, L'Homme ou Tourcoing, qui tout ça vont permettre de faire découvrir la révolution IoT et de répondre à l'envie de découvrir de tous les habitants.
Alors vous l'aurez compris, la région Hauts-de-France est un territoire important pour moi, comme d'habitude l'un des plus innovants, porté par le dynamisme de la métropole lilloise qui elle-même est French Tech. Alors, vous êtes au cœur de cette révolution technologique. Le CITC, il encourage les porteurs de projets, les startups au développement de leurs innovations. Aujourd'hui, que vous soyez visiteur ou partenaire de l'IoT Week, c'est vous qui allez permettre d'assurer cette soif d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment et d'avoir des échanges fructueux. À très bientôt. Bien, merci. Vous avez remarqué qu'il connaît très bien le CITC. Hein. Il a fait le bilan de toute une année. Ok, donc on a pris un peu de retard, donc je vais appeler les premiers intervenants dans le cadre de cette plénière. Donc Laurent Allard, OVH, vice-président d'OVH, Laurent Vitou, Orange, Vanessa Chocteau, La Poste, Monsieur Régis, Châtelier, pardon, de la CNIL également. C'est bon. Lamel et l'ANSSI. Oui, il faut laisser. Bien, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un petit tour de table individuel. Donc Laurent. Bien, bonjour. Donc Laurent Allard, vice-président d'OVH. Je pense qu'on aura l'occasion de développer un peu plus notre contribution à travers les questions. Donc je ne vais pas me représenter, ça va faire double emploi. Donc simplement indiquer que je suis donc le délégué régional d'Orange pour la région Nord-Pas-de-Calais. Et dans mes équipes, j'ai quelqu'un qui est intervenu hier, Charles Delobel, qui va être remplacé par Thomas Logmar très prochainement et qui est en charge de tout le programme d'innovation du groupe sur notre territoire. Bonjour à tous et à toutes. Vanessa Chocteau, je fais partie du groupe La Poste et plus spécifiquement de DocaPost, la filiale qui s'occupe effectivement de la transformation numérique des entreprises collectivités. Et j'ai en charge le programme French IoT. On avait fait le pari de lancer une plateforme IoT il y a de ça 5 ans pour être en avance de phase. Et pour le coup, on ne l'a pas fait seul, on le fait avec tout un écosystème de start-up, dont des start-up d'ailleurs issues de ce beau terreau des Hauts-de-France. Bonjour, Régis Châtelier, donc je suis chargé d'études prospectives à la CNIL. La CNIL que vous connaissez, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et il se trouve que cette année, l'innovation et prospective, on essaie d'avoir une vision un peu prospective justement, avec des publications sur différents sujets. Cette année, on a publié un cahier sur le thème de la ville, qui s'appelle la plateforme d'une ville, et où on essaie justement d'explorer les nouveaux grands enjeux avec notre prisme vie privée et liberté, et également en s'intéressant également au cas justement de la collectivité qui se retrouve pris entre ces grands enjeux de vie privée et également ses besoins d'innover. Merci. Bonjour, donc Mathieu No à la MEL. Au sein de la direction énergie, alors je suis plus spécifiquement chargé de mission, chef de projet sur les réseaux électriques intelligents qui s'intègrent assez bien dans la ville intelligente. Bonjour, je suis Olivier Siroki, je suis le délégué à la sécurité numérique pour la région Hauts-de-France. Merci. Et donc Samir Alam, président de la société Ixan. Donc Ixan, c'est une société d'ingénierie transfert technologique. Donc créée depuis 2008, on est ici à Villeneuve-d'Ascq et on est de la région parisienne. Merci. Moi, on va le faire en mode table ronde, hein, donc il y a des choses qui sont préparées, d'autres pas. C'est ce qui est intéressant aussi dans l'échange. La première question, c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est de la ville intelligence à l'intelligence de la ville. Donc, et on a évoqué, Franck l'a évoqué hier, on a beaucoup parlé de l'individu, des collaborateurs dans le cadre de la transformation de l'industrie. Et on retrouve un peu le même sujet au niveau de la ville. C'est-à-dire que est-ce qu'on reste dans une ville intelligente au travers d'une optimisation de la ville par des réseaux, par des infrastructures, ou est-ce qu'on évolue vers d'autres types de services et une ville plutôt servicielle? Ma première question va aller vers Laurent, parce que d'une part, tu as une contrainte, donc voilà, ça permettrait de donner, vous, votre vision en tant qu'OVH, en tant qu'opérateur, acteur du numérique mondial. Comment, vous, aujourd'hui, vous voyez la ville intelligente? Alors, tout d'abord, je pense que
je ne vais pas prétendre avoir une vision sur l'ensemble de ce vaste sujet, mais plutôt de voir où en sommes-nous dans le cycle de la construction de cette vision et rappeler que nous ne sommes qu'au tout début. En fait, si on regarde ce qui a été fait sur les 10-15 dernières années en matière de transformation numérique, on a mis les pièces d'un Lego et maintenant on est en train de construire et de les déployer à grande échelle. Alors quand on parle de grande échelle et de déploiement, à ce jour, on peut considérer que on est au début d'une exponentielle où dans les 8 ans à venir, la problématique d'infrastructure qui va traiter ces données que l'on va retrouver dans la ville, dans les bâtiments, dans les éléments mobiles, les voitures, etc., va être dans un facteur x10 en 8 ans. Donc on est tout début de l'explosion massive et des données et des services associés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu à la fois de stocker, traiter ces données, et puis il y a une vraie opportunité d'inventer les services de demain. Mais la matière première, la donnée, va être disponible. L'intelligence va venir de deux choses, va venir de la capacité qu'on va avoir de les traiter et de manière de plus en plus évoluée avec l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning, etc. Mais aussi l'intelligence que l'on a de les connecter. Et je suis, côté OVH, on est engagé dans des projets dans lesquels les frontières, on les voit, disparaissent. Ce qui était gestion du bâtiment, gestion de la voirie, gestion des lieux publics, est en train de, finalement, à travers des révolutions technologiques, de se transformer. Les acteurs spécialisés dans ces différents domaines travaillent ensemble. On voit des grands constructeurs qui commencent à faire des choses avec des gens qui sont dans des domaines de services, d'autres qui sont dans des domaines de domaines de sécurité très spécialisés qui finalement trouvent une intelligence à apporter une valeur ajoutée en établissant des passerelles entre ces mondes. Et la technologie le permet. Donc notre rôle là-dedans, c'est bien évidemment d'apporter une puissance pour traiter ces données, cette quantité de données massive. Donc l'ordre de grandeur, c'est 40% d'augmentation des données mondiales chaque année. Ça veut dire x2 tous les 2 ans. Tous les 2 ans, toute l'humanité double les données qu'elle a créées, et ceci, on ne voit pas actuellement une fin dans ce cycle, en tout cas au moins pour les 10 ans à venir. Ça veut dire qu'on va avoir une donnée qui va proliférer, et cette donnée, il faut la stocker, il faut la traiter dans des conditions économiques. Donc première chose, c'est d'assurer le traitement dans des bonnes conditions. La deuxième chose, c'est d'accompagner tous les projets d'innovation. Parce que, comme je l'ai dit, la matière première est là, reste à trouver. La limite que l'on a aujourd'hui, c'est d'imaginer ce que l'on peut en faire. Et il y a des services, il y a des usages qu'on n'a pas encore explorés. Donc on a lancé un programme Digital Launchpad il y a 2 ans pour aider les startups à aller dans leurs idées et de faire que pendant 1 an et demi, on puisse les accompagner pour réussir au mieux cette phase de construction, de développement de ce projet de start-up. Et à ce jour, au niveau mondial, on a 1200 start-up qui sont actives dans ce programme. Donc on retrouve des gens qui sont dans l'intelligence autour des bâtiments, comme EFI-Pilote, comme d'autres au niveau de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance, combiner tout ça dans des services nouveaux que des constructeurs sont en train de regarder. Voilà, on en trouve dans beaucoup de secteurs, et comme je te dis, la seule limite que je vois aujourd'hui, c'est notre imagination à imaginer cette ville du futur, mais en tout cas la matière première est là. Merci. Mathieu, la vision de la MEL, en termes de ville intelligente, de territoire connecté, de ville numérique, enfin, on entend beaucoup de termes, ville ubiquitaire. C'est quoi aujourd'hui la vision de la MEL et les priorités qui sont définies? Alors, je vais essayer d'y répondre. Comme tout le monde le dit, c'est un sujet très très vaste, un peu compliqué, ou sur lequel on dit beaucoup de choses et qui évolue dans le temps, de toute façon, de manière un peu itérative. Déjà, je crois que vous en avez parlé hier, mais je vais le dire. Je pense que déjà la ville intelligente, enfin, en tout cas pour la MEL, elle est au service du territoire et au service du citoyen, et pas qu'au service de la technologie, du progrès. Il faut vraiment la penser au service du citoyen. Enfin, du citoyen au sens très large, entreprise, industriel et particulier. Ensuite, on a, et après, donc sur la vision de la MEL, on l'a déployé sur 3 axes sur lesquels on s'est beaucoup appuyé, et notamment, enfin, depuis plusieurs années, où on a beaucoup travaillé sur la mobilité, enfin l'intelligence de la ville au service de la mobilité.
Donc ce qu'on voit, donc un des premiers axes, enfin, vous les avez à l'écran, c'est la ville optimisée, et là c'est un peu la ville des réseaux, que ce soit les réseaux, les flux, les mobilités, donc ce que je viens de dire, mais aussi tous les réseaux énergétiques, les réseaux d'eau, enfin, et un peu à l'exemple de ce qui a pu être fait sur Sunrise, où il y avait un très gros travail sur les réseaux. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment cette ville qui est optimisée au niveau des réseaux. Après, on a une ville servicielle. Quels services on développe autour de cette intelligence, de toute cette connexion? Donc là, au VH, on a aussi très bien parlé. Et enfin, la dernière vision qui rejoint peut-être la première notion que j'ai dit, c'est vraiment une ville collaborative. Comment on travaille à l'émergence de nouveaux modèles, comment on associe les citoyens, comment on gère le partage de ressources, la mise à disposition des données, la notion de bien commun, comment on repense le bien commun au service d'une ville plus intelligente. Et le bien commun, donc comment vous partagez avec la population ? Alors, donc il y a différentes manières. On s'appuie sur un certain nombre de choses. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a un open data qui a été mis en route sur la MEL il y a à peu près 1 an, sur lequel on a essayé de remettre toutes les données métiers de la MEL et un grand nombre de données métiers, et aussi des données apportées par les acteurs du territoire, que ce soit sur effectivement les consommations d'énergie, et des données beaucoup plus vastes à l'échelle de la métropole ou à l'échelle du département quand elles sont pas forcément disponibles. Donc, et c'est un open data qui est vivant et qui a vocation à se développer. Ensuite, par rapport au bien commun, en fait, c'est comment on arrive à travailler avec les citoyens, le tissu. Donc on imagine, alors on s'autorise des expérimentations, on essaye d'être innovant dans ce secteur, et l'expérimentation, elles peuvent être très très vastes. Il y a la notion de tiers-lieu qu'on commence à développer, alors en s'appuyant sur les ressources. Hein. On a quand même le secrétaire d'État a détaillé un peu l'ensemble des forces de la MEL, mais c'est vrai qu'on s'appuie notamment sur les tiers-lieux grâce à la French Tech, au cluster qu'on a, à la pleine image, CITC, cet ensemble pour animer et bien profiter de l'ensemble des ressources du territoire. Ensuite, bon, je dirais, enfin, je vais un petit peu lister, alors, en essayant de le faire un peu dynamique, mais on a un développement, donc une des missions aussi plénières de la MEL, c'est bien le développement économique, assurer la vie économique du territoire en pérennisant les emplois, voire en développant. Donc la ville intelligente est une source énorme, enfin, à une perspective d'emploi très très forte, notamment, enfin, on l'a évoqué dans le serviciel, donc sur lequel on a quand même, grâce à la French Tech, Euratechno, un ensemble d'acteurs, un potentiel très très fort de start-up. Et associé au développement économique, l'autre volet très important, c'est bien sûr la recherche, qu'elle soit technologique, mais aussi sur la ville intelligente, une notion très très forte sur les sciences humaines et sociales, et sur l'appropriation par le citoyen de ce modernisme, de cette connectivité un peu omniprésente, mais qui ne doit pas être intrusive et qui ne doit surtout pas être vue comme intrusive. Merci. Tu as évoqué un mot qui était infrastructure. J'ai un opérateur télécom autour de la table. La vision d'Orange, est-ce que c'est la ville intelligente, c'est une ville d'infrastructure? C'est une condition suffisante, mais enfin indispensable, mais pas suffisante. Je renie absolument pas ce qui a été dit à la fois par les deux intervenants précédents. Effectivement, les infrastructures sont nécessaires pour, je dirais, créer un socle qui permette effectivement d'interconnecter un certain nombre d'équipements en vue de rendre des services. Et c'est ça qui est le point pour moi important. La ville intelligente n'est pas qu'une ville de réseau physique, elle est aussi une ville de réseau humain. Et c'est ça qui est particulièrement important pour créer l'intelligence de la ville au-delà de la Smart City. Il y a 2 points, parce que je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, il y a 2 points à mon avis un peu singuliers que je voudrais ajouter là-dessus. C'est l'aspect génération de données qui vont être importantes et les questions qui sont liées à la sécurité de toutes ces données qui vont circuler de façon immense. Tu as parlé de x2 tous les 2 ans.
Sur les mobiles, c'est x2 tous les ans aujourd'hui, avec l'émergence, le continuum du développement des vidéos. YouTube, c'est deux fois des débits 2 fois plus importants chaque année. Donc, effectivement, il va falloir, déjà adapter ces réseaux. Et les réseaux, c'est pas simplement la course à l'armement. On a une table ronde tout à l'heure sur les réseaux. C'est pas passer de la 4G à la 5G obligatoirement, mais il y a aussi des réseaux aussi qui sont dédiés à l'Internet des objets, qui sont tout à fait adaptés à ces usages-là. Donc la question de la sécurité, ça c'est excessivement important, de la gestion, de la protection, de la sécurité, de l'administration des données. La collecte, je pense qu'on devrait à peu près savoir le faire. Et puis le deuxième point, c'est le cœur même, je pense, de la table ronde, c'est plus que la ville intelligente, c'est le territoire intelligent. Je pense que dans une ville, même si demain 70% de la population va vivre dans des villes, il ne faut pas oublier les 30% qui n'y vivront pas et qui ne seront pas forcément que sur des territoires ruraux. Il y a des villes moyennes sur lesquelles il y a des spécificités. Je pense que Michael Hiro devait être là sur cette table ronde. Fourmi en est... Pardon ? Il a une sciatique. Ouais, ça arrive. C'est à force de faire le trajet entre Fourmi et Lille, sans doute. Donc voilà, on est sur une ville petite, même pas une ville moyenne, où effectivement aujourd'hui le numérique et la réflexion autour de Rêve 3 ou de la transformation digitale est au cœur de ces réflexions. Et il y a des typologies qui sont bien évidemment très différentes entre Fourmi et Lamel. Il y a d'autres exemples dans la région. Donc ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, c'est le point de la ruralité. Parce que l'inclusion numérique, elle est aussi à traiter. Il ne faut pas que la fracture des réseaux qu'on a connus, qu'on connaît encore un peu aujourd'hui, se traduise par une fracture numérique en termes d'usage. Et je pense que les territoires ruraux sont des super terrains de jeu pour tout à chacun, pour expérimenter des choses qui sont des choses différentes de celles de la ville intelligente. Je te remercie. Ça permet de rebondir sur la question pour la Poste. On parlait de... On s'était mis d'accord. Hein. Oui, non, mais de fracture numérique, d'acteurs qui doivent être un peu partout sur l'ensemble du territoire. Le groupe La Poste, une présence, je ne sais plus de combien de points de poste en France, et qui est un acteur justement de cette inclusion. Est-ce que en termes de projets aujourd'hui, comment vous décririez les projets que vous menez autour de la ville intelligente et de l'intelligence de la ville ? Alors, je m'inscris complètement dans le sillage de ce qu'a dit tout à l'heure Franck. Effectivement, difficile de traduire une vision complète sur la Smart City, mais en tout cas, de manière très pragmatique, on avance avec notre ADN Poste, et notamment notre ambition d'être le premier opérateur de services de proximité. Donc, si je reprends vraiment cette image que l'on a de notre action dans la ville au quotidien, c'est penser plus qu'infrastructures, qui sont là et tant mieux, penser plus en fait le bien vivre ensemble. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, et replacer le citoyen, se replacer nous-mêmes en tant que particuliers au centre de tout cela. Donc toutes nos actions sont faites autour de cela. Alors je suis pourtant la représentante de la filiale la plus numérique du groupe, et même de l'IoT, donc la partie la plus connectée, on va dire. Et pour autant, je préfère tout de suite dire que le débat il se passe plutôt sur la bonne connexion entre le bon dosage entre les réseaux, les objets, mais surtout les services associés. Et aujourd'hui, on est extrêmement actif plutôt sur cette partie. Donc ça prend la forme déjà de collaboration avec bon nombre de collectivités sur des choses qui fonctionnent. On a déjà, par exemple, cette année, on a racheté Localéo, qui fait de la gestion relations citoyens, donc qui permettent d'interagir avec ces citoyens et d'offrir tout un portail de services. On a aussi Applicam, qui gère les interconnexions financières. Donc, par exemple, ils font les aides et les petites subventions pour les collégiens en région Île-de-France, etc. Donc, un peu partout. Donc, il y a plein d'exemples, effectivement, sur cette partie. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une gestion d'accès aux services simplifiés. Donc, quand je dis le bien vivre ensemble, c'est ça, c'est accès aux services simplifiés, des services culturels, loisirs, des services administratifs, ça va être aussi des services tout simplement aussi autour de soi, enfin, que l'on a dans son quartier, donc même des services issus d'opérateurs privés. Ça va être aussi favoriser l'entraide, repenser la boucle locale,
permettre effectivement aux citoyens, grâce à des applications qui sont extrêmement personnalisées, extrêmement locales, contextualisées, on va dire, d'avoir vraiment les services qui sont à proximité, et c'est son quartier, c'est pas que la ville, hein, c'est son quartier, c'est sa rue, etc. Et donc être vraiment sur ces axes d'interaction. Donc c'est comme ça que nous on pense effectivement nos actions sur la ville, donc à la fois des choses très avancées sur ce qui fonctionne déjà en gestion de relations citoyens, et à la fois des expérimentations. Aujourd'hui, on a 3 territoires d'expérimentation et on espère bien en avoir beaucoup plus. Plus passer au déploiement, pour le coup, de tout territoire. Et ce sont des territoires sur lesquels on repense la redynamisation des centres-villes et notamment des commerces de centres-villes grâce justement à la mise à disposition de plateformes et de places de marché qui permettent très vite de se connecter à son centre. Ça, c'est ce qu'on fait avec notamment une start-up dans le sud de la France, e-City. On repense également l'hospitalisation à domicile. Vous parliez très justement tout à l'heure de l'isolement de certaines personnes, notamment en monde rural. Quand on sort de l'hôpital, il y a besoin d'un suivi. On a clairement aujourd'hui plus que des expérimentations, parce que ça fonctionne, ça apporte ses preuves, d'équipements, objets connectés, de personnes qui sont en retour à leur domicile suite à une hospitalisation, et qui vont pouvoir échanger leurs données au quotidien avec leurs aidants et avec l'hôpital. Voilà. Vous voyez, c'est typiquement ce genre de service. Tout à l'heure, on parlait de les infrastructures existent, maintenant il faut poser les services dessus. Pour le coup, là, on est sur des territoires d'expérimentation, on est limite à passer maintenant sur du déploiement. Mais ce déploiement, il est très important aussi de le concevoir sur le contexte local. Ce n'est pas un déploiement similaire, quels que soient les endroits. C'est vraiment un déploiement en fonction des startups présentes, des aidants présents, des services déjà présents, etc. D'où l'importance du numérique, parce que le numérique a cette capacité à connecter beaucoup de services. Merci. Donc en fait, vous évoquez la question d'un écosystème qui se construit proche des territoires, ce qu'on appelle nous des services d'hyper-proximité. Oui, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais moi je souscris tout à fait à cela. On n'est plus dans les silos. C'est extrêmement important. On ne peut plus concevoir une ville comme un gros poste de commandement. Enfin, je ne me prononce pas à la place des villes, bien évidemment. Je ne prendrai pas ce positionnement. Mais toujours est-il qu'effectivement, ce n'est plus vraiment le grand poste de commandement infrastructure. Il y a beaucoup plus de subtilité parce que maintenant, tout à chacun peut agir, peut donner son avis, peut interpeller sur les réseaux sociaux. Donc, pour le coup, on est dans la nécessité de réagir très, très vite. D'où cette importance, effectivement, d'écosystèmes. Et puis d'écosystèmes qui bougent. L'écosystème que l'on a, nous, on est sur des villes d'expérimentation à Pau, à Saint-Nazaire, à Marmande. On en a d'autres qui sont en train de s'ouvrir, notamment là sur le territoire. Vraiment, à chaque fois, c'est un contexte complètement différent. Et puis des acteurs différents. On ne va pas utiliser et s'associer avec la même start-up parce qu'une start-up, en plus, n'a pas suffisamment les épaules solides pour tout de suite passer à une échelle nationale, voire européenne ou plus. Merci. On parle de start-up. Ixane, Samy, quel est aujourd'hui, vous, en tant que start-up, quel est votre rôle dans ce développement des smart cities? Alors, je fais un petit rappel par rapport à Ixane. Donc, moi, je suis ancien étudiant de l'ILA, j'ai fait toutes mes études ici. J'ai travaillé j'ai créé Ixane. On a créé Ixane pour faire l'interface entre le monde académique et le monde économique, parce que malheureusement, en France, on trouve un fossé entre ce monde-là. En fait, il n'y a pas beaucoup de confiance si on compare ça par rapport à la Hollande, par rapport à la Belgique. Donc là, effectivement, nous, on est parti effectivement qu'il faut un suivi des projets de recherche. C'est-à-dire, parfois, on trouve des projets de recherche, il y a beaucoup de financement, mais malheureusement, les résultats ils restent dans les placards. Et les chercheurs, forcément, bien sûr, ils sont très bons chercheurs, mais peut-être sont des mauvais vendeurs parce que ce n'est pas leur rôle de vendre. Donc effectivement, nous, on a fait par exemple le projet, on a un projet sur les Smart Cities. C'est un projet de recherche qui a démarré en 2011. Il y avait deux thèses de doctorat là-dessus, avec un financement d'une collectivité et avec l'agence de l'eau. Donc on a travaillé pendant 3 ans, puis on a sorti une technologie. Cette technologie, alors, consiste à quoi? Aujourd'hui, si on veut contrôler effectivement le réseau d'assainissement ou le réseau d'une ville, il ne suffit pas d'installer des capteurs pour mesurer. Pour moi, ça s'est dépassé. C'est une technologie qui date depuis une vingtaine d'années, donc il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est-à-dire, le but, c'est vraiment limiter le rejet de polluants
des effluents pollués vers le milieu naturel en utilisant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment ici, c'est pour accélérer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour le plus vite. Donc on a travaillé. Cette technologie, effectivement, au lieu de aller construire des réservoirs, tout ce qui est béton, donc pour nous, voilà, ça coûte cher pour la collectivité, mais avant de construire, il faut vraiment optimiser un système de réseau existant. Donc effectivement, aujourd'hui sur le marché, on a deux technologies qui travaillent beaucoup sur la prévision de pluie. La prévision de pluie, c'est intéressant, mais parfois n'est pas toujours fiable, d'accord. Et donc, pour moi, c'est la mesure sur terrain qui est la plus fiable. Donc, effectivement, il faut limiter le recours de la prévision de pluie. Il faut plus de mesures et utiliser effectivement des modèles où vraiment on a vraiment tout ce qui est intelligence artificielle au cœur vraiment de la technologie. Donc, effectivement, donc on a fait ce projet. Le projet a été testé sur une commune, donc commune de Somain, 13 000 habitants. Donc, on a fait 16 ans de pluie réelle. Et effectivement, on a montré qu'il y a un gain énorme. D'accord, point de vue argent et point de vue effectivement l'utilisation, la bonne optimisation des ouvrages existants. Donc aujourd'hui effectivement sur la commune de Somain, on a gagné en gros 7 millions d'euros au lieu de construire un bassin de 5000 m3 bassin de retenue. Donc effectivement on a mis notre technologie en place. Alors, la technologie, effectivement, on l'a testée sur 16 ans de pluie réelle et on va le mettre en place bientôt, à partir de janvier 2018, sur une collectivité, la Hauts-de-France. Donc, on a une population plus de 85 000 habitants. Donc, je ne vais pas dire aujourd'hui parce que c'est un contrat en cours de signature. Donc, effectivement, ça, pour moi, j'insiste parce que c'est un exemple concret d'un suivi d'un projet de recherche pour la mise en place pour une collectivité. Laurent, moi j'ai une question, c'est que on évoquait la ville de Fourmies, donc Monsieur le maire s'excuse, il y a une sciatique avec qui on travaille également. On entend la ville de Somain. Est-ce que les smart cities ou les villes intelligentes peuvent débuter par des petites villes? Je sais pas. On dirait que ça a l'air de mieux marcher sur les petites villes que sur des gros territoires. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Sans opposer. Il y a plein d'initiatives sur les territoires ruraux, il y a plein d'initiatives sur les villes moyennes ou sur les petites villes. Il y a des grandes villes. Et le concept de Smart City, il faut bien le voir, a commencé plus tôt dans les mégalopoles que dans le monde rural. Mais aujourd'hui, on voit que les problématiques et la question du numérique est appropriée par tout le monde. Donc, en fait, il y a différentes approches. Et je vous rejoins assez facilement sur le fait de dire que il ne faut pas coller un modèle unique à la grande ville, au monde rural ou à la ville moyenne. Et il faut aussi prendre en compte ce que la population et la gouvernance de la ville veut mettre en place. Ce qui se met en place à Fourmies, c'est pas ce qui se met en place à Béthune, et ce qui se met en place à Lamel, c'est pas ce qui se met en place à Paris ou à Dubaï. Donc, pour moi, il y a des démarches vraiment parallèles à emmener, et puis il y aura des écosystèmes qui se créeront autour de chacun de ces îlots de villes intelligentes ou de territoires intelligents. Monsieur Lo, Lamel, justement, en termes de projet de ville intelligente, on a entendu un exemple sur la ville de Somain, à partir des problématiques de réseau d'eau, d'infrastructures d'eau pluviale. Aujourd'hui, Lamel s'est engagé également sur de grands projets, si j'ai bien compris, au travers d'une stratégie posée. Pouvez nous en dire un peu plus? Oui, pardon. Oui, alors je pense que d'ailleurs, ils avaient été présentés l'année dernière. Donc Lamel s'est engagé depuis 2015 dans deux grands projets c'est deux projets sur les réseaux électriques intelligents. Donc on est vraiment sur la phase réseau et pas sur
une des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour avoir une ville intelligente. Mais voilà, donc je peux vous faire aujourd'hui un point d'avancement sur ces deux projets. Donc on vous les a remis là. Donc il y a un grand projet qui est piloté avec la région d'Hauts-de-France et qui avait commencé à l'époque avec la région Nord-Pas-de-Calais et la région Picardie, donc qui s'appelle UN Grid. Qui avait été labellisé par le ministère dans le cadre des appels à projets AMI 6 sur les REI 6, dont le territoire est aussi REI 7 avec le pôle Médée. Et dans le cadre de projets UN Grid, donc on a je vais parler de la MEL, hein, on a apporté dans le projet UN Grid le projet Somel So Connected, qui est donc une des briques du projet UN Grid avec Amiens, la ligne de bus à haut niveau de service, un certain nombre d'autres expérimentations dans la région, l'électro-intensif sur Dunkerque. Donc sur le projet Somel, donc ça c'est un projet qui a démarré officiellement en janvier 2017 et qui a été labellisé par l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet réseau électrique intelligent. Donc il a été labellisé en septembre 2016 et a démarré en janvier 2017. Donc là on est à la fin de la première année, au bilan de la première année. Juste, je vous refais un petit topo. On est 7 partenaires avec là beaucoup de réseaux, Enedis sur le réseau électrique, EDF, l'Université catholique de Lille avec le quartier emblématique de Vauban et le bâtiment du Rhizome qui est en cours de construction, la start-up Inten Technologies, d'Alkia sur la partie multi-énergie et le Lille Economic Management qui est un laboratoire d'économie de l'Université de Lille. Donc notre projet, alors on peut passer à la diapo suivante, il porte sur les objectifs, c'est vraiment une pré-industrialisation de technologies smart grid sur la base des démonstrateurs qui existent en France et qui ont été menés depuis une dizaine d'années. Donc là, l'idée, c'est vraiment de passer à des phases d'industrialisation à grande échelle et donc sur des modèles économiques robustes. Et notamment pour les modèles économiques, on s'appuie, là on a un lien très fort recherche-industrie, sur le LEM, et un doctorant qui va étudier chaque business model, enfin et développer un certain nombre de business models sur chacune des 15 projets énergétiques, des 15 expérimentations qu'on mène dans le cadre de Somel. Donc là, un gros travail sur les business models et sur la recherche de services, vu qu'on a quand même beaucoup parlé de la maille servicielle autour des réseaux électriques, c'est quels services on peut proposer aux usagers et comment on monnaie ce service, quelles sont les valeurs de ces services. Juste avant, quelques grands chiffres. Hein. Donc la MEL, c'est 1,2 million d'habitants, 90 communes. Donc un territoire, pour le coup, nous on est une smart city à l'échelle du territoire, avec du territoire urbain, rural. Donc on essaye de traiter l'ensemble. C'est pas forcément facile, les réponses sont pas les mêmes, mais on essaie vraiment de traiter tout. Donc 7 sites labellisés French Tech, on a 8500 km de réseau électrique et ça représente 5500 gigawattheures par an de consommation. Et dans le cadre du projet Somel, on n'a pas traité l'ensemble, mais on s'appuie sur une partie du territoire qui représente 17 communes urbaines et rurales avec des pôles commerciaux typiques de la région, enfin, et qu'on retrouve partout en France, des grandes zones commerciales, de l'industrie et aussi de la ruralité ou du périurbain. Et c'est un budget de 20 millions d'euros, dont 5 millions d'euros d'investissement pour la MEL sur les expérimentations et une dizaine de millions, 11 millions pour Enedis, notre partenaire principal. Et donc c'est les 15 projets énergétiques. Et je vais vous refaire très rapidement. Vas-y, Shekim, merci. Alors, juste tout à l'heure, j'ai vaguement évoqué l'emploi, mais il y a une étude de la région portée par Énergie 2020 qui est sortie en début d'année. On estime que la filière Smart Grid, dans les 5 prochaines années, c'est globalement 5000 emplois à l'échelle des Hauts-de-France et 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Donc bien sûr, pour la MEL, la notion de l'emploi, enfin, on se retrouve et on pourrait faire une... Les 5000 emplois, c'est où? C'est chez OVH, chez Enedis, chez qui? Chez Ixan? Alors c'est sur l'ensemble, donc c'est tout cela, c'est tout cela et encore. C'est la typologie d'entreprise est-ce que c'est plutôt les énergéticiens ou ce sont plutôt les acteurs du numérique comme OVH? Alors on n'avait pas de... Dans le rendu de l'étude, j'ai pas la séparation, enfin, ou la répartition entre les sociétés de services, les énergéticiens, mais il y a quand même une grosse part, effectivement, il y a une part d'emploi aussi chez Enedis, donc chez le distributeur, et après, il y a,
j'aurais tendance à dire peut-être 50-50 sur l'industrie et la technologie et 50 autour du service développé et dans l'ingénierie, parce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de choses à développer en ingénierie. Enfin, ce que fait Ixxan typiquement ou ce qu'a fait Fipilot il y a 3 ans, enfin, c'est aussi c'est en émergence depuis 5 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et de continuer à développer et de l'industrialiser surtout, voilà, pour le massifier à grande échelle. Donc bon, bien sûr, pour la MEL, on a un gisement d'emplois et de valeur ajoutée. Juste bon, l'idée de Sommel aussi, c'est vraiment être un acteur majeur de la transition énergétique. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai que je vais me répéter, mais c'est grâce à des citoyens et des entreprises qui vont demander, qui vont devenir consommateurs et aussi producteurs d'énergie, qui vont revendre, qui vont partager cette énergie en termes de consommation, en termes de production, en termes d'effacement demain, comment on consomme mieux en décalant sa consommation, comment avec son voisin on s'arrange pour qu'il y en ait un qui consomme à 7h, l'autre à 7h15. Voilà, toute une série d'actions, et c'est là où les sciences sociales, humaines, par rapport à l'appropriation, deviennent très importantes. Et juste, je l'ai remis, alors vu que vous êtes beaucoup plus des spécialistes de la Smart City, vous l'avez dû la voir, mais il y a une étude qui est sortie au mois d'octobre par l'OBSOCO, qui est un observatoire et un bureau d'études Chronos, qui est sorti en octobre 2017 et qui a classé la ville connectée et la ville intelligente en dernière position des attentes des gens qui ont été interviewés. C'est sur un panel, je pense qu'il y a 4000 foyers français et un certain nombre européens, principalement dans les grandes villes, mais aussi dans le rural. Et voilà, c'était là. Donc il y a un sujet vraiment de l'appropriation et du bien-être de cette Smart City, de la gouvernance des collectivités. Effectivement, ça a été évoqué, enfin par rapport aux silos, vraiment d'avoir une gestion partagée, transversale et de l'ensemble des thématiques au service de la ville, enfin, ou du territoire, au service du territoire. Merci. Je vais rebondir sur une question pour Laurent, justement. On associe souvent transition énergétique et transformation numérique. Vous, chez OVH, je sais que vous avez une politique assez importante en termes de maîtrise énergétique. Comment vous vous transformez au quotidien en tant qu'OVH? Vous êtes très consommateur d'énergie, et quels sont les projets que vous mettez en œuvre d'ailleurs pour essayer de répondre dans les contraintes de Sommel So Connected, vu qu'il y a une dynamique quand même métropolitaine forte? Je sais que vous êtes également impliqué. Alors tout d'abord, à la source, on essaie de consommer moins par rapport aux besoins de traitement. Donc on a une chaîne complète sous contrôle, puisqu'on fait la conception, on assure la conception et la fabrication de nos serveurs et de nos data centers. Donc contrairement à nos concurrents connus dans ce métier, principalement américains, nous n'achetons pas des serveurs tout faits, nous les fabriquons dans notamment un objectif d'optimisation de la consommation énergétique. Donc à la base, le serveur consomme moins pour un service rendu. Ensuite, dans nos data centers, ce serveur, plutôt que d'être mis dans des grandes salles que vous connaissez peut-être, réfrigérées, enfin c'est pas réfrigéré, mais en tout cas c'est un air conditionné qui assure un maintien sous température des équipements, eh bien nous avons développé un système chez OVH de refroidissement par l'eau. Donc l'eau circule dans des circuits qui viennent en physique, qui sont en contact avec les processeurs, avec donc les sources d'émission de chaleur, et ça évite d'avoir toute une infrastructure qui coûte en énergie pour refroidir le data center. Donc il y a un circuit d'eau qui va capter à peu près, avec un différentiel de 5 degrés entre l'entrée et la sortie de l'eau, il va capter à peu près 70 à 80% de la dispersion calorifique du processeur. Donc on a une dépense énergétique qui est extrêmement optimisée. Et cette eau, eh bien, une fois qu'on a donc traité le problème de la consommation, vient ensuite le problème de la question de la réutilisation de cette énergie, parce qu'on a un 5 degrés d'écart entre l'entrée et la sortie. Eh bien, ce que l'on fait, c'est que nous chauffons nos bureaux et nous donnons aux structures qui sont à côté, à proximité. On n'a pas un business model de revendre cette énergie, hein. On a notamment, avec la crèche qui est à côté et puis un autre bâtiment, fait profiter de cette source d'énergie. Et donc, on a quelques discussions en cours pour aller plus loin encore dans cette utilisation de cette énergie, puisqu'on a 5 degrés à récupérer. Plutôt que de le disperser dans l'air, eh bien, on essaie d'en faire quelque chose d'utile. Et à ce moment-là, effectivement, on s'inscrit dans une démarche qui est plus ouverte que la simple utilisation pour nos besoins propres. On est en économie circulaire. Voilà.
On n'a pas parlé de la ville circulaire. Ça sera aussi prochain. On travaille avec OVH actuellement, enfin justement pour étudier le raccordement, enfin comment on peut aller capter la chaleur d'OVH pour alimenter le réseau de chaleur, vu qu'on a un réseau de chaleur sur Roubaix. Donc on est en pleine phase et on espère convertir ça dans un projet opérationnel l'année prochaine. Alors, sur l'économie circulaire, et donc on a remis un peu les 15 projets en cours. On travaille beaucoup, enfin l'économie circulaire, elle est au cœur du deuxième pavé qu'on voit là. C'est comment on récupère la chaleur qui est produite sur notre territoire et comment on l'exploite mieux pour nos réseaux électriques. Alors on a la valorisation des énergies fatales, donc c'est typiquement ce qui vient d'être expliqué par OVH. Donc on travaille sur OVH, on travaille sur les centres commerciaux avec les gros groupes froids qu'on trouve dans les centres commerciaux, mais aussi sur les industriels avec de la récupération d'hydrogène, par exemple, d'hydrogène fatal. Donc sur la flexibilité avec l'assainissement, donc bah voilà, Ixane a une très bonne idée. Et nous, on essaie de travailler un peu sur un autre pan, mais dans la même idée de la gestion dynamique du réseau. Le système d'assainissement, c'est un système qui est consommateur, qui est énergivore, et comment on peut travailler sur les pompes et sur l'inertie du réseau d'assainissement dans le stockage pour décaler des consommations à d'autres moments où des industriels ou des particuliers ont besoin d'électricité, et comment on évite de surcharger, de surinvestir sur le réseau électrique. Voilà un peu donc là le gros volet sur l'économie circulaire. Ensuite, enfin sur le volet 2 de la flexibilité, on a ensuite un premier projet qui est plus courant, qui est sur l'autoconsommation individuelle. Comment dans le tertiaire, donc comment on développe du panneau solaire, c'est facile, mais comment on reconsomme cette énergie sur place, comment on la partage avec son voisin, avec des process industriels, grâce là à de l'intelligence, à des systèmes prédictifs, et c'est là où on rentre effectivement dans de l'innovation. Donc on a le cas avec un bâtiment logistique sur le mine et surtout sur le rhizome de la Cato qui est en cours de construction et qui va être opérationnel, le premier opérationnel sur ce pan. Ensuite on va aller faire les 15, Mathieu ? Pardon ? On va aller faire les 15 ? Non, allez, juste le dernier alors parce que il va être inauguré. Il va être inauguré, excusez-moi, il va être inauguré sur le parking Saint-Philibert à l'Homme, le parc P+R, voilà, ça y est, tu m'as perdu. Donc là, on a un lien entre de la mobilité avec les transports en commun, de la mobilité vertueuse avec de la mobilité électrique, et on va produire donc l'installation, c'est des panneaux solaires qui vont alimenter les bornes de recharge avec un peu de stockage, et le tout en lien avec le réseau électrique pour éviter d'aller charger des voitures au moment où tout le monde va allumer ses radiateurs électriques dans le quartier. Donc on a parlé de mobilité, on a parlé d'infrastructure, et j'ai très peu entendu la notion de bâtiment. À part au départ, en introduction, je ne sais plus qui l'a évoqué. Vous, au sein du groupe La Poste, vous travaillez beaucoup au travers du hub numérique, il me semble, autour de cette thématique. Aujourd'hui, c'est quoi le hub numérique, concrètement ? Alors, on travaille effectivement, par exemple, nous, dans French IoT, quand on ouvre le concours Startup, on a une thématique Smart Home, Smart City. Pour nous, c'est assez proche. Pourquoi ? Parce que, alors, tout à l'heure, on voit, il y a plein de sujets, en fait, pour bâtir la Smart City, et tant mieux s'il y a ce foisonnement. Des fois, ça part des collectivités, des fois, ça part des acteurs privés. Pour le coup, nous avons des partenaires promoteurs immobiliers. Nous-mêmes, nous avons une foncière dans le groupe La Poste, vu tous les mètres carrés que nous avons un peu partout, répartis en France et dans 40 pays. Et effectivement, on se l'applique à nous-mêmes, et en même temps, on nous le demande lorsque l'on intervient chez des clients. Donc pour le coup, avec nos partenaires, notamment là cette année c'est Altarea Cogedim par exemple, on a aussi BNP, premier bâtiment connecté avec le Grand, on met la plateforme Hub numérique et on peut pour le coup connecter effectivement pas mal de services. Avec Altarea Cogedim, on part du bâtiment sur autre chose encore. Ça dépend vraiment à chaque fois du contexte, hein. Mais en fait, ils ont pensé plutôt la plateforme, l'application qui permet à tout à chacun qui arrive et qui occupe les lieux d'avoir accès à une plateforme de service et de tout de suite savoir s'il peut se connecter parce qu'il est identifié par sa position, sa localisation. Ben, il va tout de suite identifier les commerces, les conciergeries, les services de ville, etc. Et là, c'est typiquement ce que nous, on a bâti pour eux, et c'est un modèle que nous sommes en train de répliquer dans d'autres constructions
pour que ce soit à l'arrivée dans un immeuble, que l'on soit un particulier ou une entreprise qui s'installe dans les nouveaux locaux. Pour le coup, on a une interface complètement personnalisée. Donc on travaille là-dessus et on travaille en connectant, et c'est ça qui est très important, ça redéfinit complètement la façon de procéder. Soit on va connecter des systèmes d'information métiers. Des fois, il faut se connecter à des services de collectivité, des services d'entreprise qui proposent des services de conciergerie, etc. Soit on va se connecter parfois à des objets, parce qu'effectivement, il y a une nécessité de remonter une information sur une présence, etc. Et d'ailleurs, le premier objet connecté, c'est bien le smartphone, donc c'est ça qui est très important. Et puis, très important, on développe de plus en plus, tout à l'heure, on parlait d'intelligence, effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui va arriver derrière tout ça, parce qu'on n'en est qu'au premier pas. Et la data qui va être enregistrée va être énorme à terme. C'est travailler beaucoup les interfaces, notamment on nous demande beaucoup de travailler les chatbots, de travailler donc cette interaction, et le chatbot est une première visualisation finalement de toute cette intelligence artificielle qu'il y a derrière. Et on nous demande beaucoup ça, pourquoi ? Parce que le client il est omnicanal. C'est par téléphone, par mail, par SMS, par interface, etc. Mais en tout cas, il doit s'y retrouver. Et un client qui n'est pas habitué à correspondre sur une interface numérique qui ne lui convient pas, il faut qu'il soit assisté. Et ça, c'est très important. Et on met de plus en plus même d'humains à travers ces chatbots, on met de plus en plus d'humains dans cette relation et cette interaction qui pour autant se fait avec une machine. Donc vous voyez, c'est toutes ces interconnexions qui sont nécessaires. Donc le bâtiment, c'est ça. En fait, on s'applique à nous-mêmes des structures qui permettent d'avoir une interaction avec son bâtiment, de placer les capteurs aux bons endroits. Et nous, on a par exemple le partenariat avec ces promoteurs immobiliers, aussi le groupe Legrand, qui, pour le coup, a des capteurs extrêmement intéressants pour la partie domotique et qui permettent justement d'automatiser des mécanismes, les extinctions automatiques, allumage automatique, etc. C'est tout bête, mais ça permet quand même de mettre en place beaucoup d'économies. Et puis aussi de repérer en préventif les dysfonctionnements. Nous, on se l'était appliqué à notre siège social d'Ocapost. On s'est rendu compte tout d'un coup qu'on avait un pic de consommation, qu'on n'était plus dans la trajectoire fin d'année sur les consommations d'électricité. Et on s'est aperçu que c'était l'installation tout d'un coup de 3 serveurs qui avait provoqué ce boom. Donc c'est très intéressant aussi pour redonner un rapide retour d'expérience et un rapide retour à la trajectoire et savoir que s'est-il passé, comment je peux agir la prochaine fois et comment je peux avoir une boucle vertueuse. Voilà tout ce qu'on peut faire effectivement dans ces domaines-là. Merci. Ixane, Samy, tu évoquais l'intelligence artificielle. Moi, c'est un grand mot qui est de plus en plus galvaudé, je trouve, mais bon, ça ne reste que mon avis. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par intelligence artificielle et quel est le lien entre l'intelligence artificielle et la donnée et la connaissance ? Moi, je préfère parler de connaissance que d'intelligence. Ouais, bon. Bien sûr, il n'y a pas d'outil d'informatique ou autre qui remplace l'humain. L'intelligence artificielle est effectivement appliquée dans plusieurs domaines. Là, maintenant, on commence en France à travailler et parler de l'intelligence artificielle. Moi, quand je fais mon doctorat ici, je travaille sur l'intelligence artificielle en 2001, mais appliquer tout ce qui est transfert de pollution vers le milieu souterrain, vers la gestion intégrée des ressources d'eau. Maintenant, effectivement, l'intelligence artificielle commence à parler. Bon, elle est là pour nous aider, pour aller plus vite. On parle bien sûr du bâtiment. Et moi, tout à l'heure, je parlais plus vraiment la gestion de l'eau en ville, c'est-à-dire l'humain, il est toujours là. Ne pas remplacer l'humain par une machine. La machine, il a une place importante, l'informatique, la communication, mais toujours on laisse la main pour l'humain, pour l'intervention. Ça, c'est la première chose. Et ce qu'on va faire à partir de janvier, effectivement, c'est que vraiment, c'est la gestion dynamique du réseau d'assainissement à temps réel. Par rapport au bâtiment, on voit maintenant, nous on faisait ça avant, tout ce qui est diagnostic, performance énergétique des bâtiments, puis mettre vraiment des travaux d'isolation. Maintenant, on trouve plusieurs matériaux utilisés pour la construction. On a dit, tiens, en fait, il faut aller vers l'amont. Comment faire quel outil est donné au maître d'ouvrage, à l'architecte ou privé? Quel outil est utilisé pour mieux construire son bâtiment
où il va utiliser le minimum d'énergie ou bien perdre le minimum d'énergie. Donc on a travaillé sur un projet de recherche toujours, hein. Donc c'est un projet FUI avec, d'ailleurs ce projet il a failli être réalisé ici dans la région, mais pour X raisons a été réalisé sur le, comment on dit, à Paris. Avec la mairie de Paris, avec deux PME, les universités, des laboratoires académiques. Pardon ? Mathieu à la MEL. Oui, je rappelle, voilà, par rapport à ce qu'on fait dans la gestion des médias d'assainissement, le premier test a été réalisé en 2000 à la MEL. Et après, pour X raisons, donc lorsque j'ai créé XAN en 2008, effectivement, on a revu les choses. Et bon, donc là, je crois qu'il connaît le projet. Donc ce projet a été réalisé effectivement sur la région parisienne et on a testé, on a sorti effectivement un logiciel comment déterminer la consommation énergétique et la perte énergétique de chaque façade d'un bâtiment, d'accord, à partir d'un plan masse. D'accord, donc effectivement, l'architecte, le promoteur nous donne vraiment tous les éléments, les matériaux à utiliser, qu'est-ce qu'on va trouver, soit des bureaux, soit de stockage ou autre, et que effectivement, on a créé un logiciel à 3D, il va donner vraiment toutes les consommations et les pertes énergétiques des façades. Et le but, effectivement, bien sûr, le maître d'ouvrage, il aura une idée précise avant de construire. Et après, effectivement, on propose de mettre une sorte de grosse batterie pour récupérer toute cette chaleur perdue pour distribuer dans d'autres bâtiments. Et là, on parle d'un bâtiment intelligent. Merci. Je vais juste rebondir, moi, sur une question qui est importante, et on a un peu parlé d'intelligence et de données. Et puis, ça me permet aussi d'introduire mes deux autres interlocuteurs. C'est la souveraineté. La souveraineté de la donnée. Donc, tous ces éléments technologiques remontent énormément de données. On a quand même trois acteurs français importants, La Poste, Orange et OVH, qui aujourd'hui récupèrent énormément de données. Il y a aussi d'autres acteurs américains, bientôt aussi asiatiques, qui sont de plus en plus présents. D'ailleurs, il y a eu quelques remontrances sur quelques objets connectés par la CNIL, développés par des Chinois. Donc, pour regarder aussi les objets un peu français, je pense qu'on pourrait aussi taper aussi sur le même système. Mais se pose la question de cette souveraineté, de cette gouvernance de la donnée. OVH, aujourd'hui, je sais que vous y réfléchissez, je sais que c'est un enjeu important pour vous. Vous pouvez nous donner un peu plus d'explications ? Alors, bon, la donnée, c'est la matière première. Hein. Si on fait une analogie avec d'autres composantes de l'économie, on peut se dire que l'économie repose sur l'électricité, qui conçoit et développe les centrales nucléaires, elle repose sur le pétrole, qui conçoit, développe et développe les réseaux de distribution du pétrole. Et bien la donnée, c'est la même chose, qui conçoit, développe et déploie cette matière qui est une matière première pour l'économie de demain. Et donc il y a un enjeu géopolitique qui n'a pas encore pris une dimension, je pense, à la hauteur des enjeux au niveau du débat public. Donc on essaie de faire en sorte tout d'abord qu'il y ait un débat public, parce que c'est pas une guerre d'opposition français, européen contre les Chinois, les Américains. C'est déjà une prise de conscience, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution de manière extrême, mais il y a plutôt déjà une prise de conscience et ensuite des choix par rapport au sujet qui est concerné. Vous avez pour certains pris un abonnement Office 365 et vous y mettez un certain nombre de documents que vous pouvez considérer comme étant relativement confidentiels, et cependant ces documents sont exploités de manière continue par des structures que vous ignorez. Bon, et c'est pas, je suis pas en train de dénoncer le produit qui a plein d'intérêts et qui, il faut simplement être conscient de ce que l'on fait par rapport aux enjeux qui sont derrière. Donc la data, oui, il y a un enjeu géopolitique et on s'inscrit dans une dynamique. Je voudrais rajouter un élément, c'est qu'on parle souvent de la data comme étant quelque chose qui nous appartient au départ et que l'on va plus ou moins exposer dans des structures d'échange et de stockage, mais il y a un autre élément qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'algorithme de ces données, qui va traiter ces données. Donc on a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure, on a parlé d'expérience chatbot et d'autres. Il faut savoir qu'il y a des algorithmes derrière tout ça qui s'enrichissent de l'expérience que ces données vont au fur et à mesure du temps permettre d'optimiser au niveau de cet algorithme. Eh bien, il faut se poser la question, en fonction des choix de ces algorithmes, à qui appartient le résultat
enrichi de cet algorithme qui d'un seul coup devient intelligent. Parce que par défaut, un algorithme, c'est pas très intelligent. Si on ne le forme pas à détecter les vrais des faux éléments qu'il a dans son environnement à traiter, eh bien, il ne sortira pas des résultats très probants le premier jour. Donc, tout cet apprentissage, tout cet enrichissement de l'algorithme, il y a un vrai sujet de propriété intellectuelle. Et là, j'attire votre attention quand vous faites un choix technologique par rapport à ces différentes solutions qui existent sur la planète. Posez-vous la question de ce qui vous appartient in fine versus ce que vous enrichissez au profit de ce fournisseur que vous avez choisi. Et donc, on a vu un certain nombre de cas d'expériences d'intelligence artificielle que certains ont développé dans une phase de développement avec des acteurs américains et qui, après 6-12 mois, quand ils ont voulu le remettre sur le sol français dans un esprit de souveraineté, eh bien, ils sont aperçus que l'algorithme ne pouvait pas le récupérer et il redémarrait d'une page blanche avec les données telles qu'ils étaient 12 mois, 6 mois auparavant, ce qui leur a posé quand même un gros problème dans leur plan de développement. Donc voilà, j'attire l'attention que la propriété intellectuelle au niveau des algorithmes qui traitent ces données, c'est un sujet qui est absolument pas abouti. Il faut être conscient, il faut agir. Donc le moyen d'agir, eh bien, on a lancé une fondation il y a un mois qui commence à se structurer, qui s'appelle Open Cloud Foundation. Donc vous allez sur opencloudfoundation.org et vous verrez un peu l'esprit, les statuts, on y travaille. Ça sera complètement opérationnel au premier trimestre 2018. C'est ouvert. C'est ouvert aux structures de recherche, c'est ouvert aux entreprises, c'est ouvert aux fournisseurs de solutions. Et je pense que c'est le ensemble qui va faire que on va essayer d'établir quelques règles, quelques standards, parce qu'il y en a besoin. Merci. Une démarche privée, une démarche publique, la CNIL. Comment vous voyez justement toutes ces transformations et puis les nouvelles réglementations à venir? Nous, déjà, spécifiquement, on est vraiment sur la question des données à caractère personnel. Je ne sais pas si je referai la présentation globale de la CNIL. Vous connaissez plus ou moins, c'est pas utile. Juste sur le point de vue de la ville en particulier et le point de vue après du règlement européen. Ce qui nous a intéressé dans la ville, justement, c'est que ce qui a été beaucoup dit aujourd'hui, c'est que la ville, c'est avant tout des individus qui la peuplent. Et on parle beaucoup de services où on va emmener les individus avec nous, les habitants à participer. Et finalement, penser la protection des données personnelles, des libertés et des droits fondamentaux des personnes sur leur liberté personnelle, c'est aussi penser la manière dont on va les amener avec nous. C'est-à-dire que penser la protection des données à caractère personnel, c'est aussi penser la confiance qu'on va, le lien de confiance qu'on va tisser avec les individus. Et à ce titre-là, on a un modèle qui est justement le modèle européen de la protection des données à caractère personnel, qui s'est fondé sur depuis quelques années et qui va prendre un nouveau tour avec le règlement européen qui est en vigueur depuis mai 2016 mais qui entrera en application à partir de mai 2018. Voilà, pour reprendre un peu le cycle, je vous avais présenté ça, c'est que voilà, la loi informatique et liberté, elle a 40 ans, enfin elle aura 40 ans le 6 janvier. Donc en France, c'est pas nouveau qu'on s'intéresse à ces sujets, mais pour titre d'exemple, en Allemagne, la réglementation qui est sur les mêmes bases et date de la même époque. En 1995, on avait une directive européenne, donc qui n'était pas un règlement, qui était transposé dans les lois de chacun des pays de l'Union européenne, qui a donné lieu finalement à une harmonisation sans donner lieu à une réglementation qui soit partagée. Parce que chaque pays finalement avait ses propres manières d'envisager ces questions. Et depuis 2012, au niveau de l'Union européenne, on a commencé à discuter sur un règlement européen qui, vous voyez, après, qui a mis quand même pas mal d'années, qui a mis 4 ans à être, depuis le début des négociations jusqu'au vote, à être conclu, mais qui, la différence avec la directive européenne, le règlement est d'application directe sur le territoire, enfin sur chacun des territoires européens. Donc, pour résumer, un juriste serait pas très content, mais le règlement fait loi. C'est pas le terme précis, mais le règlement fait loi dans chacun des pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, demain, à partir du mois de mai, le texte qui s'applique sur une grande majorité, il y a quelques renvois vers la loi nationale, mais pour sa grande majorité, finalement, s'applique sur l'ensemble du territoire, ce qui fait qu'on aura un cadre unique sur cette protection des données à caractère personnel, avec pas mal de spécificités qui sont très différentes de ce qu'on connaît notamment aux États-Unis ou en Chine, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Je vais vous laisser si vous voulez. Voilà.
Souvent, en ce moment, c'est un peu le sujet à la mode, hein, le RGPD ou GDPR, ça dépend. Si on tape sur Google, il y a plein de personnes qui achètent des mots-clés. C'est le sujet. Et parfois, on en parle comme d'un sujet qui finalement serait totalement nouveau. Il faut savoir que c'est pas du tout le cas, notamment par rapport à la loi informatique et liberté et le cadre de français. C'est une évolution. Il y a des changements, mais voilà, pour 70-80% du texte, finalement, c'est des choses, enfin, on n'a pas chiffre précis, mais ça reste finalement assez similaire, à savoir que voilà, les grands principes d'une collecte qui soit raisonnée des données pour des finalités qui soient définies, minimisation de la collecte, à savoir que de ne pas collecter plus que ce dont on a besoin pour le service. Limitation de la conservation, ça c'est important, à savoir qu'on ne collecte pas ad vitam aeternam, on a un contrat avec l'utilisateur sur une durée de conservation des données. L'exactitude, avec une petite différence sur l'intégralité et la confidentialité, qui est le point de vue sécurité, qui auparavant n'était pas un principe fondamental, qui était un article, qui était un petit peu plus loin dans la loi informatique et liberté, mais au niveau du règlement européen, ça je pense que M. Lancy pourra en parler, on l'a remonté plus haut, ce qui fait qu'il est d'autant plus important, et notamment aujourd'hui avec le sujet qui nous concerne, sur l'IoT, sur la Smart City, on se rend compte que les questions de sécurité des données sont fondamentales pour l'individu, pour la protection de ses droits, mais plus largement pour les systèmes mis en place. L'autre chose qui ne change pas ou peu, c'est les respects des droits. Donc on reste sur des régimes où il faut informer l'individu, avoir son consentement, selon les cas, l'information suffit au consentement, et lui permettre justement d'avoir un droit d'accès, rectification, modification à ces données. À savoir que une erreur qu'on fait souvent par rapport à ces questions, c'est que parfois on parle de propriété sur ces données personnelles. Dans le droit, on ne parle pas de propriété, il n'est pas question de propriété, c'est des droits sur ses propres données. C'est-à-dire que le droit fondamental, finalement, va au-delà de la question de propriété. Peu importe qui a collecté la donnée, à partir du moment où la donnée est constitutive de la personne, est une donnée à caractère personnel, celle-ci est considérée comme étant un droit. Donnée à caractère personnel, et la personne peut faire valoir ses droits. Donc c'est vraiment là où les choses qui sont importantes à savoir, ce qui n'empêche pas de les collecter, ce qui n'empêche pas de les conserver un certain temps, potentiellement les anonymiser ou les conserver, les agréger pour plus tard. Mais voilà, donc c'est là où il y a les questions par rapport à ces notions de souveraineté, notamment. On est sur la souveraineté de l'individu sur ses propres données. Le droit également qui est apparu, c'est la portabilité que je pourrais expliquer par la suite. Mais globalement, voilà, sur ces grands principes... Il y aura une masterclass. Pardon ? Il y aura une masterclass cet après-midi sur le sujet. Oui, on sera deux. Moi, je serai plutôt sur autre chose, mais on a une masterclass sur les données cet après-midi où je présenterai plus largement le cahier et peut-être les questions de souveraineté, notamment de la collectivité. Je vais vous laisser sur la suivante avec les nouveautés et ça va faire le lien justement avec les questions de souveraineté. C'est que voilà, jusqu'à présent, la problématique que l'on avait, c'est que la loi informatique et liberté, comme la directive, s'intéressait aux responsables de traitement, savoir qui est le responsable de traitement, qui collecte et traite les données et où se situe-t-il. Et à partir de là, suis-je légitime à pouvoir le contrôler, le cas échéant, le sanctionner. La grande nouveauté du règlement européen, c'est le critère de ciblage et la notion de territorialité de la personne, qui est finalement une première par rapport à toutes ces problématiques qu'on connaît actuellement face à ces plateformes transnationales qui viennent produire du service sur un territoire sans forcément avoir de lien ou un minimum possible de lien avec ce territoire, qui pose des questions par ailleurs, pas uniquement sur la question des données à caractère personnel, des questions au niveau du paiement de l'impôt, pas mal de choses. Mais le fait d'appliquer un critère de ciblage, demain, s'il y a un contentieux avec un contrôle, un contentieux avec une entreprise, on va pas se poser la question de où elle se trouve-t-elle, mais à qui s'adresse-t-elle. C'est-à-dire que si un service se dirige expressément aux Européens, les autorités de protection européennes se jugeront compétentes et légitimes pour pouvoir traiter ce cas. Par exemple, voilà, si vous avez votre producteur de services qui est basé, pour changer de la Californie, mais qui est basé quelque part en Amérique latine ou en Chine, vous ne pourrez pas revendiquer le droit de votre lieu d'implantation, mais ce sera justement, on s'intéressera justement au fait que vous ciblez les Européens. Donc dès lors que le service, explicitement, il suffit qu'il soit traduit dans chacune des langues européennes ou que ce soit visible et que ce soit compatible, on pourra s'y intéresser. Donc ce qui fait que
demain, l'autre changement, c'est que si ce service s'adresse à l'ensemble des Européens, la réponse ne sera plus nationale, ce qui était le cas jusqu'à présent. Donc si demain, il y a un contentieux qui arrive par l'Italie, par exemple, que l'autorité de protection des données italienne, dans sa première lecture, juge que le service ne concerne pas que les Italiens, mais l'ensemble des Européens, la réponse ne sera pas italienne, ce sera encore portée par l'autorité de protection, mais la réponse sera européenne. C'est-à-dire que la proposition de sanctions, dans le cas échéant, sera remontée à l'échelle européenne, et l'ensemble des autorités de protection se mettront d'accord pour pouvoir appliquer une sanction qui soit globale. Ce qui change encore une fois la chose, le cadre, c'est que la sanction sera augmentée. Donc on en parle beaucoup, sanction augmentée, ou jusqu'à présent, voilà, pour vous donner un exemple, pour le cas français, c'était avant la loi République numérique, c'est presque l'ordre du symbolique pour des très grosses entreprises, à savoir c'était 150 000 € en première condamnation, 300 000 en cas de récidive. Par contre, les sanctions en termes de communication avaient un vrai impact. Hein. Mais sur des très très gros acteurs internationaux, on était très très loin finalement de ce qu'on connaît dans les sanctions possibles au niveau des autorités de la concurrence. Et donc ce qui fait qu'il y avait un vrai différentiel finalement entre la capacité à faire changer les choses vis-à-vis de certains grands acteurs. Donc là, avec une sanction qui peut aller jusqu'à 4% des chiffres d'affaires mondial, donc il faudrait vraiment aller très très loin dans le fait de ne pas respecter les choses, on arrive à des choses qui sont plus intéressantes du point de vue justement du niveau de persuasion sur ces acteurs qui vont se poser plus de questions sur le cas. Et l'autre chose que j'aime bien dire, c'est qu'en Europe, on est 511 millions d'habitants. Aux États-Unis, il y a 320 millions d'habitants. Donc le premier marché mondial, la Chine mise à part, qui est un peu différent, mais l'Europe est un marché important. Et donc, ce qui est intéressant avec ce règlement européen et le fait qu'il soit harmonisé sur l'ensemble du territoire, c'est que le standard européen de protection des données à caractère personnel, finalement, devient un standard réel, et un standard qui a du poids à l'échelle mondiale. Donc ce qui veut dire que pour tous les acteurs qui sont ici autour de la table, eux qui ont eu déjà l'habitude d'évoluer dans le cadre loi informatique et liberté, qui sont construits avec ce cadre, savent déjà innover dans ce cadre, savent déjà avancer, sont déjà capables d'être en conformité. Et c'est un vrai atout du point de vue des entreprises européennes et notamment françaises. Et également, le fait que le territoire finalement est une vraie valeur économique, ça incitera d'autres acteurs à essayer justement de s'adapter à ce territoire plutôt que de risquer de le perdre. Donc c'est vraiment la grande différence. Et pour les deux autres points, je m'arrêterai un petit peu sur le principe de responsabilité et d'accountability. Auparavant, il fallait faire des formalités préalables. C'est ce qui va changer avec le règlement européen, c'est que les entreprises devront n'auront pas de formalité préalable, mais devront faire en sorte de documenter leur démarche pour que, en cas de contrôle, elles puissent démontrer le fait qu'elles aient bien respecté les données à caractère personnel. Ce qui change pour les entreprises, c'est que c'est plus respectueux finalement par rapport au business en tant que tel. Ça fait moins de démarches à mettre en place auparavant. Et également, ce qu'on fait, c'est qu'il y a pas mal de nouveaux outils qui vont être mis en place. Le PIA, ça c'est vraiment français, c'est le Privacy Impact Assessment, donc l'analyse de risque sur la protection des données. Depuis très longtemps, la CNIL avait publié des guides qui étaient des guides PDF, enfin des démarches à suivre. On a publié il y a maintenant 15 jours un logiciel d'analyse de risque open source, que chacun peut télécharger, installer, soit le lancer depuis son ordinateur, soit l'installer sur son serveur dans son entreprise pour faire ses propres analyses de risque. Et cette analyse de risque, justement, sera le moyen pour les entreprises de pouvoir évaluer finalement s'il y a besoin d'aller voir la CNIL ou une autre autorité pour voir s'il y a un problème qui est identifié. Ça, c'est vraiment une démarche totalement différente de ce qu'on connaissait. Et la deuxième chose qui est importante, c'est le DPO, le Data Protection Officer, qui est le délégué à la protection des données. Auparavant, il n'y avait qu'en France où on avait les correspondants informatique et liberté, qui sont des référents au niveau de loi informatique et liberté. Mais avec le règlement européen, ils vont devenir obligatoires dans
la plupart des grandes entreprises, dans toutes les collectivités publiques, et également pour les petites entreprises qui traitent un certain nombre de données. C'est-à-dire que si leur activité est la donnée, on leur demandera justement d'en avoir un. Et ce qui fait que, en ayant ce référent en interne, c'est un moyen aussi pour l'entreprise d'inclure toutes ces questions dans l'ensemble du processus et d'arriver à des démarches de ce qu'on appelle le privacy by design, ou sortir un peu notamment pour les petites startups qui se lancent, c'est que essayer de penser dès la conception ces questions et à chaque moment de la conception pour pas, in fine, avant d'arriver sur le marché, se prendre un mur réglementaire qui ferait que si on a mis ces questions sous le tapis pendant tout l'ensemble du processus, on prend un risque au moment du lancement du produit, au moment où il devient populaire en tout cas. Et donc d'engager les entreprises comme les collectivités à penser ces questions pas à pas. Et par rapport à ce que je disais sur les slides précédentes, à aucun moment il n'est question d'interdire la collecte et le traitement de données à caractère personnel, mais plutôt ce qu'il s'agit de le faire d'une manière qui soit finalement en confiance avec l'utilisateur. Et plus on est capable de lui expliquer au fur et à mesure et qu'on essaye d'être assez clair sur ce qu'on veut faire de ces données, c'est pourquoi je veux activer ton GPS, quel service il y a au bout, pourquoi je veux collecter telle donnée, etc. Plus finalement on peut mettre à profit ces notions de privacy by design pour avoir une relation client qui soit harmonisée et qui soit peut-être plus saine. Merci. Olivier, hier on a parlé de privacy by design et on a parlé de time to market. Et une des réflexions que tu avais évoquées, c'est de dire des fois il y a une question de temporalité qui n'est pas la même. Donc comment aujourd'hui l'ANSSI réfléchit sur ces questions-là, et qui est quand même l'Agence nationale de sécurité informatique et qui conseille beaucoup d'entreprises pour se protéger. Alors en fait, je vais peut-être... Allô ? Pardon. Je vais peut-être vous décevoir, mais l'ANSSI n'a pas vocation à réfléchir sur comment faire de la sécurité plus vite. Nous, on a vocation à réfléchir à comment faire de la sécurité efficace et suffisamment forte. Derrière, on peut se retrouver à avoir effectivement un besoin d'interconnexion comme la métropole européenne de Lille, avec des prestataires comme OVH qui vont fournir tout un tas de services de ce côté-là, qui vont manipuler des données qui du coup vont être sujets à la RGPD, comme l'a évoqué Régis. Derrière, on va se retrouver effectivement à avoir quelque chose où nous, l'ANSSI, on va leur dire, bon écoutez, c'est très simple, si vous voulez absolument atteindre l'objectif de la sécurisation nécessaire des données à caractère personnel ou tout autre type de données, eh ben, il va falloir que vous mettiez en œuvre un certain nombre de mesures, de méthodes, que vous ayez un processus de gouvernance, c'est-à-dire que vous y réfléchissiez effectivement au plus tôt. Et ça, par expérience, je sais que c'est plutôt rare. La plupart du temps, on en parlait, time to market, il faut que ce soit prêt tout de suite. Donc effectivement, voilà. On a effectivement une volonté, nous, essayer d'arriver à un côté un peu pragmatique en disant, voilà, vous avez des réussites express, des quick wins, que vous allez pouvoir mettre en œuvre le plus rapidement possible. Souvent, ces réussites express ne sont pas suffisantes. À un moment donné, on va avoir des contraintes de protection des données à caractère personnel. 3 réussites express ou 4 réussites express vont permettre de faire seulement la moitié du chemin. Derrière, il va quand même falloir y réfléchir, je dirais, quelque part de manière un petit peu structurée. Et c'est là effectivement que le time to market, de la même manière que il s'oppose à tout ce qui va être règle de protection des données à caractère personnel, mais en même temps ce versant des choses a quand même une réglementation assez forte. D'un autre côté, la plupart du temps, au niveau de la sécurisation de ces données, on va se retrouver à quelqu'un qui a sécurisé son système d'information de manière insuffisante et qui, à un moment donné, va se retrouver piraté. Et comme dans le cas, par exemple, d'un grand lunetier dont je ne me souviens plus le nom, s'était retrouvé piraté, avait bien entendu porté plainte. Et puis derrière, je crois que la CNIL avait dit, oui, mais attendez, on fait pirater des données à caractère personnel de vos clients parce que vous étiez mal protégé, donc pan. Et la question, elle est là. Nous, on arrive essentiellement la plupart du temps a posteriori. Et souvent, on est là à dire, écoutez, on n'est pas du genre à dire qu'on vous avait prévenu. Ah oui, mais bon, comme toujours, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Le gros problème qu'on a, nous, effectivement, avec la sécurité numérique, il est là. C'est de faire prendre conscience aux gens que, attention, security by design, de la même manière que privacy by design, ça doit se penser dès le départ. Et le gros problème, il est là. Aujourd'hui, à part essayer
pousser pas mal de petits outils pragmatiques permettant des réussites express, on n'a absolument pas de moyens de coercition a priori pour ce genre de choses. Je dirais quelque part, la CNIL avec le RGPD va être un peu plus en avance que nous, parce qu'eux, ils vont pouvoir se livrer à des contrôles quand ils veulent. En disant, ben voilà, tiens, allez, aujourd'hui, on va contrôler telle société. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un DPO? Oui, non. Bon, ben voilà, donc ça ne va pas. Donc, vlan. Mais nous, l'ANSSI, on arrive a posteriori. Sauf dans quelques cas très très rares, enfin très rares, qui sont plus à la marge, que sont les ministères, les secteurs d'activité d'importance vitale, etc., qui sont très très réglementés. Voilà. En revanche, pour le grand public, pour les objets connectés en cours de développement, pour tout un tas de choses, eh ben, j'avoue que, à part de l'incitation, de la communication, à part leur tendre la main, leur ouvrir la porte, et je voudrais citer André Pousse, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Pour lui, quand on lui disait bah, « tends-lui la main », si je lui tends, ça sera directement dans la gueule. C'est pas nous. Je suis désolé, c'est pas nous. Voilà, je finis sur un bon mot. Aujourd'hui, la difficulté, elle est là. Merci en tout cas pour cette conclusion. On va terminer sur ce bon mot. Je vais prendre 2 questions dans la salle. Je suis désolé, on a une question de timing et comme ça va se jouer derrière, donc je vais prendre la première et la deuxième, j'ai vu où. Pierre Thieffry, je suis un tout petit peu déçu parce que j'étais venu à une réunion sur la ville et l'urbanisme et j'entends pas du tout parler de la ville, j'entends parler que de technologie, informatique et tout ça. Alors j'en ai tiré une conclusion qui est peut-être fausse, c'est que on reste la ville telle qu'elle est, on n'y touche pas du tout et simplement il y a un petit peu d'électronique qui se balade, mais il n'y a pas du tout d'impact sur la ville et sur le citoyen et ça me pose d'autant plus question que vous avez fait allusion à une étude qui disait que le citoyen s'en fout complètement, ce qui l'intéresse c'est l'espace vert et la nature. Merci de cette question, très intéressante. J'apporterai après un élément de réponse, parce que le traitement de la ville, on avait déjà fait une première conférence dans le cadre d'un salon dédié autour de l'urbanisme et de la ville, il y a 1 mois et demi, avec un panel également assez similaire, et on parlait beaucoup de la ville et peu de techno. Donc c'est un peu le pendant. Mais je te laisse, Mathieu, répondre à monsieur. Oui, alors, bon, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Après, l'urbanisme, alors comment la ville connectée, la ville intelligente influe sur l'urbanisme ou comment l'urbanisme influe sur la ville connectée? Je pense que moi, je ne vais pas me lancer dans le débat aujourd'hui. Juste, ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de penser, par contre, tous les aménagements urbains d'aujourd'hui, on essaye de les penser dans une vision de ville intelligente, notamment sur tous les aspects ressources, réseaux, comment on optimise et comment on a une interaction très forte entre la conception urbaine de la ville vis-à-vis des réseaux. Comment on regarde pour avoir des formes d'îlots un peu autarciques qui vont autoproduire, qui vont consommer différemment d'aujourd'hui, pour être avec une interaction, je dirais, plus faible avec l'ensemble des réseaux. Je veux dire, aujourd'hui, on a des règles sur l'assainissement. Il faut rejeter un aménagement urbain doit rejeter autant de volume par heure, un maximum. Sur les réseaux électriques, il va consommer autant. Donc aujourd'hui, on repense l'urbanisme avec des notions différentes. C'est-à-dire comment on limite l'ensemble de ces interactions au quartier autour, de manière à ce qu'elles soient les plus faibles possibles et que l'aménagement, le nouvel aménagement qu'on pense, eh ben, ils permettent de s'auto-réguler et d'avoir une incidence un peu plus forte et une interaction avec le quartier d'à côté. On peut aussi imaginer, enfin, sur les réseaux électriques, quand on construit du logement à côté d'une zone industrielle ou à côté de bureaux, eh ben, c'est 2 entités qui vont pas consommer au même moment et qui ont sur lesquels on peut trouver des compléments et faire des aménagements technologiques mais aussi urbains sur le partage de lieux, sur un ensemble d'équipements. On parle des serveurs déportés dans les logements demain. Tout ça, enfin voilà, c'est comment donc il y a une conception urbaine qui intègre l'ensemble de ces problématiques et qui n'est plus qu'une conception architecturale belle pour faire plaisir à des architectes urbanistes. Alors, je sais pas s'il y en a. Alors, enfin, j'exagère le trait, mais je pense que vraiment l'idée, en tout cas, de la Smart City, c'est vraiment qu'on prenne l'ensemble des réseaux, l'ensemble des éléments techniques au niveau de la conception. Après, la solution de la conception urbaine par rapport à la ville connectée, je pense qu'il n'y a pas une réponse.
Il n'y en a pas une seule, il y en a une foultitude. On a aussi parlé d'une ville par rapport à un milieu rural. Donc voilà, les réflexions et les réponses apportées sont totalement différentes en fonction de l'écosystème, de la position, des ressources naturelles qu'il y a à l'endroit où on peut faire, enfin des ressources naturelles ou d'énergie fatale liée à l'environnement. Voilà ce que je peux répondre en partie. Moi, j'aurais juste réagir là-dessus, et pour répondre à Pierre, je pense qu'on a mis en avant à la fois le digital et l'humain dans cette table ronde. Et je pense que pour réagir sur ce qui vient d'être dit, si je fais le parallèle entre le monde de l'entreprise et le monde de la collectivité ou de la ville, aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, c'est le client. Et si je fais le parallèle avec ça, celui qui a le pouvoir dans la Smart City, c'est l'habitant, c'est le concitoyen. Et on peut poser toutes les bases qu'on veut sur l'urbanisme, sur les serveurs qu'on va installer pour rendre heureux nos concitoyens. S'ils ne se l'approprient pas, et vous le disiez tout à l'heure justement à travers l'étude qui était mise en avant, bah aujourd'hui, il comprend rien. Il comprend rien ce qu'on fait, il comprend rien ce qu'on dit là, le concitoyen de base. C'est lui qui, dans sa vie quotidienne, est en train de développer des collaborations, est en train d'avoir des envies nouvelles pour sa ville, et c'est lui qui, avec le pouvoir des réseaux qu'on leur met à disposition aujourd'hui, est en capacité de fédérer des initiatives, des énergies autour de tout ça. Et c'est comme ça que, pour moi en tout cas, que l'intelligence de la ville, et non pas la ville intelligente, devrait se mettre en place. Merci. On a une autre question. Oui. Je demanderai une réponse brève, si possible. Oui, bonjour. Vincent Fleury, Bouygues Énergie et Services. Bouygues Énergie et Services vient de vendre le premier contrat de Smart City française avec la métropole de Dijon, avec le Grand Dijon, en partenariat avec Suez, Capgemini et Citélum, je crois. Il n'y a aucun des représentants de ce groupement aujourd'hui, et vous n'avez pas du tout parlé de ce contrat-là. Or, j'aurais beaucoup aimé avoir votre avis sur ce qui a été vendu au Grand Dijon, savoir comment on pouvait aller plus loin, et voilà, et essayer de partir de cette première brique pour avancer, pas que ça reste à l'état de projet divers dans des collectivités voilà, morcelées. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu pas mal de... Moi, j'ai perdu le marché, donc... D'accord. Allez-y. Je vais réagir, mais en transposant sur autre chose, et ça répond aussi à la question tout à l'heure. En fait, il y a des initiatives aujourd'hui que je trouve particulièrement intéressantes, notamment sur la région parisienne. Vous avez eu les Réinventer Paris, d'ailleurs vous avez certainement tous candidaté, en fait, et puis le projet métropolitain qui vise à redynamiser des friches. Ce qui était très intéressant, c'est ça a complètement bousculé les codes, et je pense que ce que vous citez comme projet est typiquement représentatif, et nous-mêmes, nous avons participé sur Paris, enfin sur la métropole, et on a gagné 5 projets, parce qu'on s'est associé à des acteurs, enfin jusqu'à présent, c'était que de la promotion immobilière, c'était que de l'urbanisme pur. Là, ça a complètement revisité et revu les codes, c'est-à-dire qu'on a repensé le citoyen, l'usager, l'occupant, et ce sont des sites mixtes, c'est pas mono-occupation, c'est pas uniquement du tertiaire, c'est pas uniquement du logement, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a cette dynamique de on veut repenser un quartier facile à vivre. Donc ça répond finalement aux attentes exprimées dans l'étude que l'on a vue tout à l'heure. Et je pense que plus il y aura des initiatives comme ça qui forcent les acteurs, privés et publics, à travailler ensemble et à trouver des choses extrêmement innovantes qui apportent de la valeur à très court terme sur les territoires, plus ce sera effectivement intéressant. Donc sur le Grand Paris, ça a fait ses preuves. Dijon, on est c'est une autre belle initiative. Et effectivement, ça force des opérateurs de services, d'énergie, de services de proximité, infrastructures, et les promoteurs à travailler et pas à vendre que du béton. Voilà, et c'est extrêmement intéressant. Voilà. Je voudrais juste, moi, apporter un complément. Les Smart Cities, il y a eu Smart Say avec Eiffage, donc il y a Bouygues, voilà. Donc on peut en citer plein. Il y a eu Lyon, il y a énormément d'actions qui sont lancées. C'est pas une action, c'est un contrat. C'est un vrai contrat qui a été vendu pour la première fois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les démarches de Smart Cities ont été lancées depuis un moment. Donc, et pour revenir sur le point qu'évoquait Vanessa Chocteau, sur la notion d'écosystème, c'est-à-dire que vous avez des écosystèmes de proximité qui se développent progressivement. Après, il y a des marchés, il y a des partenariats publics-privés. Le Grand Stade ici en est un. Il y a de la technologie. Enfin, puis je vous avouerai, vu que c'est un peu nous,
Ce sont les adhérents du CITC. Bouygues Energy Service n'est pas adhérent. J'invite Bouygues Energy Service à rejoindre le CITC et l'année prochaine à sans parler de Bouygues, ça aurait pu être d'autres membres du groupement. C'est pas. Je plaisante. Mais voilà. Mais au plaisir pour vous rencontrer une prochaine fois. Ce que j'invite, c'est Yann Akildis. Je vous remercie en tout cas de vos interventions. On peut les applaudir.